industrielle commune et faire de la Méditerranée une zone de prospérité partagée. Les chambres de commerce et d'industrie françaises, avec leurs partenaires arabes, je le redis, parce qu'on fera ensemble, sinon on ne fera pas, sont prêtes à jouer un rôle moteur, parce que nous sommes des acteurs de terrain, des acteurs économiques, mais aussi des acteurs institutionnels au service des entreprises. Alors avançons, co-construisons, osons cette ambition méditerranéenne. La Méditerranée, en tout cas c'est notre vision pour la Chambre de commerce et d'industrie française, n'est pas un défi, c'est notre destin. C'est notre destin. Et c'est notre responsabilité, en tout cas, de transformer en opportunité. Je vous remercie. Largement également à l'augmentation des besoins, car il suffira juste de compléter l'augmentation des besoins et donc de pouvoir réutiliser l'ensemble des flux. Enfin, bien évidemment, c'est une solution disponible là où il n'y a pas de mer. Il n'y a pas partout de la mer. Bon. Cette utilisation des eaux usées, elle est déjà très largement utilisée dans mon pays. L'ensemble des espaces verts des villes du Maroc sont irrigués, arrosés avec des eaux usées retraitées. Le plus bel exemple, semble-t-il, c'est dans ces pays, la grande station d'épuration de Jordanie. C'est un ancien président qui est actuellement malade. Nous prions tous pour son rétablissement. L'Afrique est devenue un continent d'excellence, un continent d'opportunités pour elle-même et pour le monde. Ça fait 2 fois que je participe à cette conférence ici. Et je voudrais d'abord souhaiter à ces organisateurs de faire une ouverture sur l'Afrique. On pourrait peut-être faire des prochaines conférences Arabes, France et Afrique. Ça, c'est une proposition. La question maintenant, c'est celui de l'eau. En Afrique, avec la situation de l'environnement global que nous connaissons dans le monde, l'Afrique est impactée négativement sur la problématique de l'eau. Et nous allons voir bientôt peut-être émerger des conflits qui ont commencé pour l'eau. Comment nous pouvons lier des stratégies nouvelles qui sont l'intelligence artificielle actuellement et des stratégies anciennes pour qu'on puisse trouver des solutions à ces pays qui se meurent. Deuxième question pour terminer. Je voudrais demander ici dans la salle les représentants des banques arabes qui sont là, et comment ils peuvent mettre à notre disposition des entrées, des passerelles, afin qu'on puisse proposer des projets de formation et des projets de financement, des projets réels pour le continent africain. Merci bien. Bien, monsieur. Bon, vous savez que notre conférence est organisée par la Chambre de commerce franco-arabe, pas par la Chambre de commerce. De l'énergie, dont nous accueillerons le président, monsieur Antoine Frérot, comme grand invité d'honneur pour clore cette première matinée. Merci également au groupe Transdev, acteur mondial de la mobilité durable et inclusive, qui interviendra également par la voix de son directeur général pour les affaires internationales, M. Antoine Collins. L'un et l'autre, Veolia et Transdev, partenaires stratégiques de la Chambre, rayonnent à l'international et dans le monde arabe grâce à la qualité de leur savoir-faire. On fait avancer des projets que d'autres croyaient impossibles. Beaucoup d'entre nous savent combien son énergie, son sens du consensus et son relevance discrète ont permis de structurer les relations franco-arabes ces dernières années. Nous lui souhaitons collectivement un prompt rétablissement avec la certitude de le retrouver rapidement parmi nous. Pour tous les hydrocarbures, et la République française et Djibouti réitèrent leur attachement commun au partenariat stratégique global entre elles, surtout que nous nous connaissons avec la France depuis fort longtemps. Nos 2 pays ont réitéré leur volonté commune de poursuivre ce partenariat dans tous les secteurs d'activité et du développement durable. Ils entretiennent des relations sécuritaires privilégiées, fondées sur une communauté de valeurs culturelles et linguistiques. La relation entre Djibouti et la France
Elle repose également sur une base mutuelle tout en projetant vers l'avenir. Nous avons un partenariat multiforme, stratégique, qui touche presque tous les domaines, politique, économique, militaire, éducatif, culturel, et tous les acteurs, institutions, États, collectivités. Merci Madame l'ambassadeur, merci Sébastien d'être présent parmi nous. Sébastien qui est donc le chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, dirigé par Pascal Boniface, que l'on connaît bien, qui est quelqu'un de très connu dans les relations internationales. Et Sébastien est également directeur général du Club Déméter. Au fait, Sébastien, c'est quoi le Club Déméter ? Bonjour à tous, merci. Le Club Déméter, ça regroupe une centaine d'entreprises agricoles agroalimentaires européennes mais aussi internationales, des ministères, des écoles, des experts associés pour travailler en permanence sur le futur des mondes agricoles et alimentaires. Donc on regarde à la fois le climat, on regarde évidemment le commerce, on regarde la géographie, on regarde les ressources humaines, l'innovation et évidemment tout ce qui peut être fait en multilatéralisme public-privé sur un sujet qui ne cesse de s'épaissir stratégiquement et merci de m'avoir proposé de pouvoir en parler ce matin. Alors sur la question de l'eau, qu'est-ce que cette question vous inspire et quelle est la vision du coup, quelles analyses en faites-vous, en particulier pour ce qui concerne le monde arabe? En Europe, on a eu beaucoup de politiques publiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qui ont permis à l'Europe de se construire, notamment à base agricole. Et c'est vrai qu'on ne cite pas toujours à quel point la politique agricole commune en Europe, en fait, n'a pas été une politique agricole. Ça a été une politique sociale, une politique alimentaire citoyenne qui a apporté plus de production, plus de qualité, plus de diversité alimentaire et plus d'entretien des ruralités par ailleurs et de la biodiversité et des ressources naturelles. Dans les premières phases de développement des entreprises, et on sait que dans le domaine de l'eau, l'innovation est foisonnante. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ces acteurs joueront un rôle d'autant plus grand dans le secteur de l'eau que le dit secteur dans cette région du monde sera réformé et attractif pour des acteurs qui sont exigeants en termes de rentabilité. Merci beaucoup. Dernière question, perspective pour ces types d'entreprises. Alors, la question de l'innovation, il faut la prendre de façon globale et notamment la considérer dans sa globalité. Il y a l'innovation technologique, l'innovation réglementaire et l'innovation financière. Et c'est un petit peu ce qu'évoquait hier Antoine Frérot. Au plan technologique, il y a beaucoup d'initiatives. Les Émiriens avaient annoncé 150 millions de dollars d'investissement dans l'innovation dans le domaine de l'eau à la COP28. Technologie de dessalement, le recyclage, les outils digitaux, l'IA, les fermes verticales, l'hydroponie qui permet d'économiser 80% d'eau par rapport à une agriculture classique. Donc, tout ça est foisonnant. Il faut encourager les startups pour répondre à ces défis. Au plan réglementaire, l'innovation est puissante, comme le montre le cas de l'Égypte, où la libéralisation progressive du secteur et le développement des PPP, de modèles de rémunération basés sur la performance, a permis de développer un vaste programme de dessalement pour produire 9 millions de mètres cubes d'eau potable d'ici 2050. Et puis au plan financier, l'innovation technologique peut être financée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers les fonds spécialisés dans les financements en equity early stage. Ça, c'est une chose. Et dans le domaine des financements infra, le problème aujourd'hui, c'est que la